En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio. Sécurité, économie numérique, immigration, écologie en cette année d'élection présidentielle. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir l'historien et anthropologue Emmanuelle Todd. Où en sont-elles ? C'est le titre de son nouveau livre qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Elles, ce sont les femmes. Depuis le mouvement MeToo, les sociologues, les politiques et les médias nous le répètent. Les femmes seraient victimes de la domination masculine et de l'Occident patriarcal. Est-ce vraiment le cas ? L'émancipation féminine n'est-elle pas au contraire achevée ? Le patriarcat a-t-il seulement jamais existé en Occident ? La révolution néo-féministe nous conduit-elle tout droit à la guerre des sexes ? Demain serons-nous tous trans ? Tout de suite les réponses d'Emmanuelle Todd en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Emmanuelle Todd, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir dans cette émission pour évoquer votre nouveau livre, Où en sont-elles ? Une esquisse de l'histoire des femmes qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Alors on se connaît un peu, Emmanuelle Todd, et à chaque fois que je vous rencontre, vous êtes souvent déprimé, fatigué de prendre des coups. Je sais que vous souffrez parfois des polémiques. On se souvient de la sortie de votre livre Où est Charlie ? Qui est Charlie, pardon. Qui vous a, oui, Où est Charlie ? Il faut que je me souvienne du titre. Et qui vous avait affecté, qui avait été suivi de beaucoup de polémiques, et je me demandais, vous n'êtes pas un peu masochiste, Emmanuelle Todd, parce que là vous allez prendre des coups à vous attaquer aux néo-féministes comme ça. Non, mais en fait mes problèmes ont commencé dans le cadre de recherche plus strictement universitaire au début des années 80, quand j'avais établi un lien entre les structures familiales et l'idéologie. Et là, j'avais eu, alors là, toute la profession, les anthropologues, les politologues, tout le monde contre moi. Ça avait été vraiment dur parce que j'étais jeune et je pensais être le Pasteur ou le Newton des sciences sociales. Charlie, ça avait été très dur aussi parce que parce que l'événement était violent et que les gens avaient été brutalisés et que peut-être j'avais pas été très sympa dans mes formulations. Mais il faut bien voir, c'est que moi, je suis un empiriste. Je crois vraiment à la recherche, c'est ma vie. Et la recherche, ou les recherches intéressantes, par opposition aux recherches qui ressassent ce que tout le monde pense, inlassablement, les recherches intéressantes amènent souvent à des choses inattendues et qui contredisent l'opinion commune. Et donc, en fait, si on est un bon chercheur, on va inévitablement entrer en choc frontal avec des lieux communs. Et ça va produire ce genre de réaction. Mais alors, les réactions violentes, je les déplore, je les vis plus ou moins mal, plus ou moins bien. Mais il faut être honnête, c'est aussi le test de ce qu'on a mis le doigt sur des choses intéressantes. Donc, c'est pas que j'aime les réactions, mais c'est quand même un test de l'intérêt de mes recherches. Donc, je suis pas... pas affolé. Là, vous n'êtes pas affolé, vous n'avez pas pris trop de coups pour le moment. Non, honnêtement, ce livre-ci plutôt, par rapport à Qui est Charlie, c'est rien du tout. J'attendais pire. Hein. J'attendais pire parce qu'en fait, la sortie du livre, c'est très bien faite. J'en ai discuté avec des tas de femmes intelligentes qui comprenaient parfaitement ce qu'il y avait dedans. Et l'opposition, je m'excuse, je vais en parler franchement. Hein. Maintenant, j'ai un petit échantillon de l'opposition néo-féministe à ce que je dis. Le gros du livre n'est pas sur le néo-féminisme, d'ailleurs. On va y revenir. Ouais. C'est juste... comment dire, c'est écrit pour l'essentiel par des personnes, femmes ou hommes, qui n'ont pas lu le livre. Par paresse, sans doute, ou parce que c'est trop compliqué. Ce qui n'est pas vrai, le livre est simple. Et donc si quelqu'un ne lit pas votre livre, il ne va pas être très puissant dans la critique. Donc ça met à l'abri finalement. Donc voilà. Justement, oui, c'est un livre en réalité d'historien, d'anthropologue. On va en parler de manière profonde. Mais c'est vrai qu'on sent que même s'il n'y a pas de volonté polémique, que les néo-féministes, le mouvement MeToo, c'est pas forcément votre truc. Qu'est-ce qui vous dérange là-dedans ? Non, j'ai éprouvé un certain agacement qui m'a mis en route, en fait, dans le... parce que moi, j'appartiens...
Là, je me spécialise dans un rôle de boomer attardé. Je veux dire, limite. J'allais vous poser la question, mais vous l'avez anticipé. Limite papy, parce que j'ai plein de petits-enfants et tout. Mais, comment dire, l'apparition d'un féminisme antagoniste en France m'a agacé, parce que dans ma génération, quand j'étais jeune, quand j'avais l'âge des personnes qui me tapent dessus, là, ou qui essayent, les rapports entre hommes et femmes étaient d'une grande cordialité. Et on était d'un féminisme absolu. Je suis quelqu'un qui a torché son fils aîné avec conscience, qui partait tout seul avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais rêvé d'être une maman, si on peut dire. Bon, ça a raté, hein, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Mais voilà, et donc ça m'a un peu agacé. Mais ça m'a surtout alerté en tant que chercheur. Parce que je pensais pas que c'était possible en France. En tant qu'anthropologue, j'étais plutôt arrivé à la conclusion que ce qui était au cœur de la culture française, par rapport à presque tous les autres pays avancés du monde, c'était un style particulier de rapport entre hommes et femmes, plutôt optimal, de camaraderie, de discussion. Là, je me mets pas sur le plan de l'excellence dans la sexualité. Je parle... Peut-être aussi. Nous ne saurons jamais, c'est la vie privée des gens. Mais je parle de la capacité à discuter d'égal à égal et d'échanger, etc. Et pour moi, le féminisme antagoniste, c'était le monde anglo-américain. Alors, vous trouvez qu'on a basculé là-dedans, que c'est plus... je pense, non. Alors, en apparence, plus de la même manière aujourd'hui. En apparence, donc des gens qui n'ont pas lu mon livre disent que je dis des choses du genre « Ah, c'est affreux, maintenant le féminisme anglo-saxon vient en France ». Le livre dit absolument le contraire. C'est un sujet de recherche et j'arrive à la conclusion que le féminisme antagoniste américain ou séparatiste anglais trouve ses sources dans une réaction au protestantisme qui était très hostile aux femmes, contrairement à ce que les gens pensent aujourd'hui, et que ce qu'on vit en France est de nature très différente. C'est-à-dire qu'il y a eu pas l'émancipation des femmes elles-mêmes qui a amené à de nouvelles contradictions, particulièrement aiguës dans la petite bourgeoisie, éduquée, et qu'en fait, en France, vous savez, il y a cette phrase, en France, tout finit par une chanson. Bon, ça, c'est pour autre chose, ou à Paris, je ne sais plus. Mais en histoire, en France, tout finit par de la lutte des classes. Et donc, dans le monde anglo-américain, problème d'origine religieuse, menant à des problèmes de racisme, puisque le protestantisme et le racisme sont très liés. France, pays de tradition catholique, laïcisé, tout mène à des problèmes de lutte des classes. Et donc c'est pas du tout la même chose. Donc on est dans une forme vous voyez, pour moi, déjà, j'espère que vous sentez que je parle de choses qui m'intéressent en tant que chercheur. Oui, non, c'est ce que je disais, c'est avant tout un livre de recherche, mais on va en parler. C'est un livre une esquisse de l'histoire des femmes, d'ailleurs c'est le sous-titre, mais j'avais quand même envie d'avoir votre sentiment sur tout ce mouvement, sur le mouvement MeToo. Est-ce que vous ne lui reconnaissez vraiment aucun mérite? Vous expliquez qu'on avait un rapport homme-femme optimal. Est-ce que ça, malgré tout, pas libérer la parole, même si vous me dites qu'il y avait un dialogue fécond jusque-là? Non, mais mon projet fondamental n'est pas de m'opposer ou de condamner. Le harcèlement sexuel existe. Et d'ailleurs, dans le livre, j'explique que la combinaison dans nos sociétés avancées d'un afflux de femmes émancipées par l'éducation, puis par le travail, dans le secteur tertiaire, mais dans un secteur tertiaire où subsiste encore, pour l'instant, une pellicule supérieure, je dirais, de prééminence masculine, dans une situation de marché du travail très difficile, optimise les conditions du harcèlement sexuel. Donc je ne dis pas du tout que ça n'existe pas. De même, pour le féminicide, je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas de problème, mais je donne quand même au départ la courbe de l'évolution des taux d'homicide féminins dans l'ensemble du monde occidental, et je montre que les violences faites aux femmes, les plus graves, sont en cours d'effondrement. Donc le problème n'est pas
n'est pas de rejeter, c'est de donner leur place quantitative aux choses. Pour moi, les urgences de la société actuellement ne sont pas là. Pour moi, les urgences, c'est, au stade où on en est, c'est la faiblesse économique mise en évidence par le Covid, les déficiences de production industrielle, la chute du niveau de vie mise en évidence par le mouvement des Gilets jaunes, et maintenant, dans l'immédiat, toutes les pénuries de production de biens qui arrivent. C'est en ce sens que je pense que quelque part, le néo-féminisme ou féminisme tardif peut-être sera bientôt considéré comme un archéo-féminisme, en fait, parce que je pense que c'est un peu... L'histoire va plus vite que ça. Vous voyez ? Emmanuel Todd, merci d'être avec nous sur Sud Radio. La domination masculine est-elle un mythe ? L'Occident patriarcal existe-t-il et a-t-il déjà existé ? Après une courte pause, vos réponses en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec l'historien et anthropologue Emmanuel Todd. En toute vérité, nous évoquons ensemble son nouveau livre, Où en sont-elles, qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Un livre assez iconoclaste, puisqu'à l'heure de la révolution MeToo, des combats néo-féministes, vous expliquez, Emmanuel Todd, qu'en réalité, l'émancipation féminine est achevée en Occident. Est-ce que la domination masculine, comme disent les féministes, n'existe vraiment plus ? Enfin, achevée pas complètement. Je veux dire, D'accord. Il faut non. J'ai peut-être raccourci. Alors. Non, en fait, ce que j'attaque dans le livre, mais j'attaque par nécessité technique, c'est des concepts comme, par exemple, le concept de patriarcat. La critique du livre, c'est beaucoup focalisé là-dessus, alors que pour moi, c'était un élément technique parmi d'autres, comme je dis dans le livre, pour nettoyer ma table de travail. Donc on parle de patriarcat. Pour un anthropologue et historien de métier, c'est mettre de la confusion, parce que le terme patriarcat évoque une domination masculine très forte, avec un élément gérontocratique en plus. Il y a l'idée. Et ce concept avait été apparu en sociologie de la famille au XIXe siècle pour décrire des systèmes familiaux effectivement patriarcaux. Le système familial de la paysannerie russe, le système familial des paysanneries arabes ou de l'Asie centrale ou des choses comme ça, des systèmes de vraie domination. Alors que ce qu'on trouvait à l'époque, en France, en Angleterre, en Scandinavie, c'était des systèmes pas du tout patriarcaux, mais des systèmes familiaux, nucléaires, où il y avait simplement l'homme, la femme, un héritage égalitaire pour les deux sexes, et des choses comme ça. Et le concept de patriarcat tel qu'il est utilisé par les néo-féministes interdit d'étudier le monde tel qu'il est à un moment donné. C'est-à-dire, si vous dites la France actuellement est patriarcale, qu'est-ce que vous dites pour Kaboul Honnêtement, on va en parler. Mais... Ou même, qu'est-ce que vous dites pour le Japon, qui est un pays très avancé, mais où le statut des femmes n'est pas du tout comparable. Qu'est-ce que vous dites pour la Russie? Qu'est-ce que vous dites pour la Chine? Vous voyez, c'est très technique pour moi. Et surtout, ça ne permet pas non plus d'étudier la dynamique de l'histoire. Parce que la réalité de la dynamique de l'histoire, telle que je l'ai reconstituée dans plusieurs ouvrages, ça n'est pas un mouvement du patriarcat, le vrai, vers l'individualisme de la famille nucléaire. C'est en fait le contraire. C'est-à-dire que la forme originelle pour l'humanité, chez les chasseurs-cueilleurs, c'était une famille nucléaire avec une légère prédominance masculine pour les activités collectives, ce que j'appelle patridominance. Et puis, on a vu apparaître au cœur de l'Eurasie, dans les zones de civilisation, en Mésopotamie, en Chine, on a vu émerger des systèmes familiaux plus complexes, centrés sur les hommes, qui ont abouti au cours des millénaires, à un abaissement constant du statut de la femme. Donc, ce qui est important pour nous, là où nous sommes en Occident, de comprendre, c'est que l'émancipation des femmes des 70 dernières années, qui est très réelle et très importante, c'est faite sur un terrain
qui étaient à l'origine de faibles patries dominantes. Très, très, très différent. En fait, si je vous lis bien et si je vous comprends bien, vous nous expliquez que non seulement le patriarcat, entre guillemets, a reculé ces 70 dernières années, on est dans une société très avancée, mais d'une certaine manière, il n'a jamais vraiment existé en Occident par rapport à d'autres cultures. Non, on pourrait donner des régions. J'ai fait une partie de ma thèse à Cambridge. Si vous prenez le système familial de l'Italie centrale, la Toscane, etc. Là, vous pouvez, si vous avez des familles de type russe au XVIIIe siècle, etc. Mais c'est pas ce que j'appelle l'Occident étroit. Si vous prenez l'Occident, je veux dire des régions les plus actives dans le féminisme, monde anglo-américain, Scandinavie, France, vous n'avez jamais, ces systèmes n'ont jamais existé. Vous reconnaissez qu'il y a eu quand même des inégalités dans l'histoire et qu'il en subsiste peut-être certaines. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, il y a eu des différences économiques qui subsistent? Non, mais si vous prenez l'histoire de l'Occident, vous voyez bien s'y exprimer par pulsion, depuis le Moyen-Âge, par exemple, le genre de processus qui a fini par aboutir en des millénaires d'évolution à l'oppression de la femme dans le monde arabe, iranien ou en Chine ou en Inde du Nord. C'est-à-dire, vous voyez des oscillations pro-masculines. Vous voyez la famille souche avec l'héritage par le fils aîné. Vous allez voir, après la Révolution française, un abaissement ou une tentative d'abaissement du statut des femmes en milieu bourgeois, pas tellement en milieu populaire, mais en milieu bourgeois. Tout ça existe, mais à l'échelle de l'histoire humaine, c'est des petites oscillations, et puis tout ça vient de s'effondrer. Puisque ce qui est vraiment choquant dans le mot patriarcat appliqué à la société contemporaine actuelle, c'est comme s'il refusait de voir l'extraordinaire acquis des 70 ou 50 dernières années, le déplacement éducatif des hommes par les femmes, l'accès massif des femmes à des métiers, l'accession qui continue et qui s'accélère à des postes de responsabilité, que ce soit en politique ou que ce soit dans les grandes entreprises. En vérité, si on a c'est pas vraiment... On est en train de sortir vraiment du sujet du livre, qui est plus scientifique. Oui, mais on oscille entre quelque part, d'une certaine manière, le néo-féminisme est très insultant pour les femmes. Très insultant. Il en donne une vision très dégradée par rapport à la réalité du monde dans lequel on vit. Mais alors, sans peut-être aller jusque dans les extraits du néo-féminisme, est-ce qu'il n'y a pas des combats qui restent à mener pour les femmes? Mais il y a des combats... En tout cas, en Occident, ma question était sur l'Occident. On parlera des autres sociétés après. Il y a des combats qui restent à mener, et en un certain sens, toutes les revendications sont légitimes, et c'est d'ailleurs la grandeur de la société libérale. Moi, j'aurais tendance à penser que ce qui est important de voir, c'est que le combat est présenté comme un combat contre les hommes, comme si les hommes étaient en résistance de l'émancipation féminine. Et je pense qu'en fait, en un sens psychologique et social plus profond, il s'agit, au fond, ce dont il s'agit d'un combat des femmes contre elles-mêmes. C'est-à-dire que ce que je dis dans le livre, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que les femmes, en étant libérées de ce qui existait de prédominance masculine, arrivent dans une situation où leur statut social n'est plus défini par leur mari. Elles accèdent à ce qui était le lot des hommes, ce qu'on appelle l'anomie durkheimienne, c'est-à-dire un sentiment d'incertitude sur ce qu'il faut attendre de la vie, d'anxiété, avec ce qui peut déboucher sur une satisfaction d'être ou sur son contraire. Et donc, ça, c'est un problème des femmes avec elles-mêmes, auquel s'ajoute ce problème supplémentaire que les hommes n'ont pas, le problème de l'option carrière-maternité. Alors j'ai cette définition révolutionnaire au début du livre qui, je suis sûr, en choquera plus d'un. Je définis comme femme tout être humain capable, hors de cas de stérilité, de porter un enfant.
Je veux dire, bon, mais le monde de l'idéologie, c'est un monde où on peut dire que cette définition n'est pas valable. Mais, bon, donc voilà. Mais en fait, la réalité de toutes les... Je refuse d'envisager aucune autre différence biologique, soi-disant génétique, entre hommes et femmes. Pour moi, c'est un fait d'évidence que l'égalité, d'intelligence, de dynamisme, tout ça, je veux dire, c'est un acquis. C'est même pas un acquis de ma recherche. J'ai été élevé comme ça, et c'est ce que j'ai vu dans ma famille. Mais il reste ce rapport différent à la procréation avec des femmes qui ont la possibilité maintenant de décider, parce que les moyens contraceptifs modernes leur donnent le pouvoir de décider. Des hommes qui, là, ont perdu effectivement une capacité décisionnelle, et d'hommes qui sont, je dirais, contraints par leur infériorité biologique. Parce que moi, je définis l'homme comme à la suite de Margaret Mead comme inférieur biologiquement, en ce sens qu'il n'est pas capable de porter un enfant. Il ne leur reste que la voie du travail ou que la voie de la réussite sociale. Et c'est probablement pour ça que subsiste une pellicule de soi-disant domination masculine. Et les femmes vont très souvent, c'est de moins en moins vrai, mais très souvent un petit peu moins loin, parce qu'elles vont perdre quelques années avec des problèmes de grossesse. Mais ça, donc, ce qui reste à faire, le combat des femmes est en elle-même. Les hommes, l'étude du passage en hypogamie qui a été faite par Milan Bouchévala, qui est un jeune et brillant chercheur de l'INEN, qui montre que comme les femmes maintenant sont plus éduquées que les hommes en moyenne, sauf du côté des grandes écoles et autres, eh ben, on voit naturellement arriver de plus en plus des couples où la femme est plus éduquée que l'homme. Et ce que montre Bouchévala, c'est que ce processus n'a subi de la part des hommes aucune résistance. En fait, il y a des études extrêmement drôles qui montrent que dans l'ensemble, c'est très bien accepté par tout le monde. Mais il y a des études extrêmement drôles qui montrent que la résistance à l'hypogamie est plus du côté des femmes que des hommes. Que des hommes. Emmanuel Todd, merci d'être avec nous sur Sud Radio. La révolution féministe va-t-elle conduire à la guerre des sexes après le patriarcat, le matriarcat? Tout de suite, les réponses d'Emmanuel Todd en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec l'historien et anthropologue Emmanuel Todd. En toute vérité, nous évoquons ensemble son nouveau livre. Où en sont-elles? Dans ce livre, Emmanuel Todd, vous expliquez que l'émancipation féminine en Occident est presque achevée, que le patriarcat a disparu. Il y a tout de même un paradoxe dans votre livre. Existé. Oui, n'a jamais existé d'une certaine manière en Occident. Il y a quand même un paradoxe dans votre livre, on en parlait juste avant la pause, c'est qu'il y a cette révolution MeToo, cette importance prise par la cause des femmes dans les médias, à l'université, au moment même où la situation entre les hommes et les femmes en Occident n'a peut-être jamais été aussi égalitaire. Vous commenciez à expliquer ce paradoxe, vous disiez finalement que c'était la société individualiste et que les femmes peut-être étaient en lutte avec elles-mêmes plus qu'avec les hommes. Oui, c'est l'application de la noménie durkheimienne, c'est-à-dire qu'il y a une insatisfaction. C'est la liberté mène, je dirais, à d'autres problèmes, à un autre type d'anxiété. Et maintenant, les femmes font l'expérience, et particulièrement sans doute les femmes des classes moyennes, font l'expérience de cette difficile liberté. Et donc, il y a... Alors, au-delà de ça, je suis quand même... je continue à réfléchir, finalement. C'est dans le livre, mais ça s'accentue dans mon esprit. Les discussions sont intéressantes, en fait, quand on sort un livre. Je vois de plus en plus... cette colère féministe, ce féminisme antagoniste ou de ressentiment que je localise, en fait, sociologiquement dans les classes moyennes, éduquées. Ce chapitre cruel sur le genre, une idéologie petite bourgeoise. Je veux dire, ça se passe dans le contexte, en ce qui concerne la France, en ce qui concerne la France, d'une société où le ressentiment est partout. On est dans une idéologie victimaire aujourd'hui. C'est pas victimaire, c'est de ressentiment. C'est-à-dire que mon précédent livre, qui s'appelait « Les luttes de classe en France au XXIe siècle », qui n'accordait qu'une place tout à fait marginale à la question du sexe des classes sociales, contrairement à celui-là,
décrivait une cascade de mépris descendant dans la société française, c'est-à-dire du mépris des éduqués supérieurs pour les ouvriers, des ouvriers pour les immigrés, les enfants d'immigrés qui sont des Français, ce qui est plus grave, et ce genre de choses. Donc on a, je veux dire, la société française est quand même remplie de sentiments négatifs. Et dans les classes moyennes, qui sont toujours, j'ai toujours eu en tant qu'historien une attention particulière pour les classes moyennes depuis très longtemps. Ces ressentiments et ces attitudes sont beaucoup plus intenses. Et au stade actuel, j'aurais tendance à interpréter le féminisme antagoniste comme l'une des dimensions féminines, certainement, qui ne concerne pas toutes les femmes, de ce ressentiment généralisé. Dans une discussion, j'en étais arrivé à me demander, on évoquait tout à l'heure mes nombreux problèmes de sortie de livres, où tantôt j'apparais, là en ce moment, j'imagine que les conservateurs trouvent que je suis un mec formidable, c'est pour ça que vous êtes sur Sud Radio, et que l'extrême gauche pense que je suis un ignoble, je ne sais pas quoi. Mais honnêtement, je peux vous garantir que quand j'ai sorti Qui est Charlie, bon, alors là, j'avais tout le monde contre moi, mais ce que j'analysais dans Qui est Charlie, ça n'était pas le féminisme de ressentiment, c'était l'islamophobie. Et que je localisais. Je distinguais l'islamophobie de l'arabophobie. L'arabophobie, c'était le fonds de commerce traditionnel du Rassemblement national. C'était dans les milieux populaires, l'arabe complet. Mais l'islamophobie, c'était pour des classes moyennes qui n'avaient aucun problème particulier avec les immigrés eux-mêmes. Qui les côtoyaient assez peu, d'ailleurs. Voilà. Et donc, maintenant, je me dis, mais est-ce que ce féminisme de ressentiment, ça n'est pas aussi localisé dans les classes moyennes, et est-ce que ça ne devrait pas être intégré à une catégorie unique qui comprendrait l'islamophobie? Alors je me suis mis à développer le concept d'androphobie. Vous voyez? D'accord. Justement, le patriarcat, vous l'avez expliqué, a toujours existé de manière marginale en Occident, encore plus aujourd'hui. Et cela dit, il existe d'autres cultures, d'autres civilisations. J'ai envie de vous demander lesquelles, et surtout j'ai envie de vous demander comment vous expliquez que justement les néo-féministes voient du patriarcat partout en Occident, mais ne le voient pas dans les cultures étrangères. Le summum étant les viols de Cologne dont il ne fallait pas parler puisque les auteurs n'étaient pas des mâles blancs occidentaux. Oui, bah ça, de toute façon, ce sont des. Si on est en train de parler d'une idéologie petite bourgeoise dressée contre les restes de prédominance masculine dans le secteur économique, ce que je fais dans le bouquin, c'est clair que ça ne sont pas des gens qui vont s'intéresser à la réalité de la diversité du monde, en fait. Et si, d'ailleurs, elle s'intéressait, ou il s'intéressait, quand je disais elle, c'était ces personnes. Parce que il y a des hommes qui partagent l'idéologie néo-féministe. Je pense que dans la petite bourgeoisie matrice centrée, les hommes sont comme leurs femmes. J'ai pas une attitude sexiste, vraiment. Pour le coup. Voilà. Et continuez. Et voilà, mais si on regardait le monde, ça serait un monde très angoissant. Parce que, j'oppose dans le livre quand même, alors là, je redeviens anthropologue de métier bovin, qui ne regarde plus ce qu'on dit autour de lui, non influençable. J'utilise l'échantillon de Murdoch, ethnographique, qui contient 1291 peuples, etc. Il y a une nouvelle cartographie dans le bouquin. Il y a même un site qui permet d'utiliser et de jouer avec cette cartographie, dont on trouve l'adresse dans le livre. Et si on compte les peuples, les peuples comme nous, en fait, je dirais à l'aube de l'industrialisation, c'est-à-dire avec famille nucléaire ou système de parenté bilatérale, c'est-à-dire où les parentés paternelles et maternelles valent la même chose, c'est 25% de l'humanité. Et les peuples patrilinéaires, c'est-à-dire ceux où vraiment la filiation, les biens, tout ça, étaient traditionnellement transmis par les hommes, c'est 75% de l'humanité. Je veux dire, sur nos cartes, il y a un axe dont je suis assez content, qui est l'axe que j'appelle
Pékin, Bagdad ou Ouagadougou. J'aurais préféré que ça soit Dakar, mais ça n'aurait pas été exact parce que la famille Wolof est bilatérale au bord de l'Atlantique. Vous voyez, je peux parler métier. Et cet axe voit se répartir sur lui, je dirais, la masse de l'humanité. Et vous avez là des systèmes patrilinéaires, peu individualistes, et qui expliquent, je dirais, là, vous voyez, je vais glisser de l'anthropologie fondamentale à la géopolitique. C'est-à-dire que si on fait de la géopolitique, on doit partir d'une carte du monde, des cultures, de l'histoire de chaque pays. Mais ces cultures ne sont pas, c'est ça qui est intéressant, ne sont pas des cultures infiniment diverses et qui n'ont pas de cohérence géographique. C'est-à-dire que les cultures bilatérales, vous allez trouver l'extrême Occident, ça ne sera déjà plus complètement vrai pour l'Allemagne et pour le Japon, qui avait un privilège masculin beaucoup plus important que la France ou l'Angleterre. Il va y avoir l'ensemble des Amériques, avec quelques différences en Bolivie ou sur le plateau central mexicain. Ça va être l'Asie du Sud-Est, musulman, dans le cas de l'Indonésie, qui est le plus grand des pays musulmans et qui est très féministe, en fait. Et puis, ça va être les Philippines. Et puis, les sociétés patrilinéaires, ça va être tout le reste. Et ce tout le reste, c'est l'endroit où... c'est tous les endroits où l'OTAN a des problèmes. Vous voyez, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous dire que l'OTAN, ça n'est pas le machin qui lutte contre Poutine, ça n'est pas le machin qui voudrait entraîner les Européens ou qui a réussi à les entraîner à Kaboul ou contre la Serbie, ou qui essaye de créer quelque chose de similaire en Asie. L'OTAN, on pourrait dire, ça cherche à être l'organisation militaire des systèmes de parenté bilatéraux. J'exagère un peu, je déconne. Non mais, je continue 2 minutes parce que c'est super important pour comprendre. On a un problème en ce moment. On dérape. Vous m'autorisez à sortir du sujet? Oui, vous allez me parler de l'Ukraine, je le sens. Oui, vous voulez ou pas? Oui, allez-y. Voilà. Non, je dirais, ça permet de comprendre, je dirais, la nature particulière de la puissance russe. C'est-à-dire, la Russie est puissante. Il n'y a que 145 millions d'habitants. C'est à peine plus que le Japon. C'est ridicule que tout le monde s'excite contre la Russie. Moi, je trouve ça particulièrement ridicule et déplaisant. Mais on ne comprend pas la capacité d'action de la Russie. Si vous ne connaissez pas cette carte des systèmes de parenté, on dit la Russie milite pour un monde multilatéral, les cultures sont respectées, les États sont respectés, mais on pourrait aussi voir la Russie actuellement comme le plus avancé de tous les pays de ce monde patrilinéaire qui est 75% de l'humanité. Mais la Russie présente une particularité, c'est que quoique patrilinéaire dans ses traditions, avec une forte tradition d'intégration de l'individu, le statut des femmes y est resté élevé. C'est un paradoxe, je dirais, de la Russie. Et j'ai un chapitre complet dans le livre, vous allez voir que je ne suis pas un antiféministe, pour expliquer que, je veux dire, la voie royale vers la stagnation économique dans l'histoire humaine, c'est l'abaissement du statut de la femme. Donc la Russie, c'est le pays qui a réussi à produire un système patrilinéaire sans abaisser vraiment le statut de la femme, pour une raison très simple, c'est très récent là-bas. Je m'excuse de ces développements techniques. Merci pour ce cours de géopolitique. Géopolitique anthropologique. Anthropologique, exactement. Revenons à quelque chose de plus normal, de plus terre à terre pour finir cette troisième partie d'émission. Vous posez la question où sont les femmes. On pourrait aussi retourner la question et se demander où sont les hommes. Est-ce que c'est pas compliqué d'être un homme aujourd'hui, et est-ce que finalement la révolution MeToo n'est pas en train de briser le subtil équilibre qu'il existait en France et en Occident entre les hommes et les femmes? Non, je pense pas en ces termes. Ça, si vous voulez, pour moi, le masculinisme, en fait, ou la dénonciation de tout ce qui est arrivé d'horrible aux hommes suite à l'émancipation des femmes n'est pas du tout mon sujet. Vous ne trouverez pas dans le livre de choses, de lamentations sur la condition masculine. Je pense que la raison fondamentale, c'est qu'il y a plusieurs raisons. C'est qu'il faut bien voir que, pour moi, c'est un domaine assez technique quand même. Mais quand je parle de statut des femmes, je parle aussi de statut des hommes. Ce que je vois, c'est une relation. J'ai peut-être même un biais pro-féminin. J'ai été confronté à des questions sur
je parle des familles monoparentales qui, bien évidemment, sont dans une écrasante majorité des cas Des femmes. dirigées Seules. par des femmes. Et après complétion du livre, je me suis dit, mais où sont passés les hommes? Vous voyez, le préjugé, c'est que les hommes... négatifs sont les hommes. On c'est a que abandonné leur rôle. c'est que ce sont des salauds, que les femmes qui demandent à 75% le divorce ont eu raison, et que les hommes qui sont sortis de ces familles s'en sortent très bien. En vérité, quand on rentre dans le détail, on ne sait pas ce qui se passe dans les couples. Les hommes en question ont perdu leurs enfants, et probablement jusqu'à un tiers de leur salaire. Et on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Et tout à coup, je me suis dit, tiens, je vais aller calculer un autre indicateur. Je vais aller regarder le sex ratio des SDF. C'est des sans domicile fixe. On prend les décès, 85% d'hommes. Et parmi ceux qui sont vivants, des enquêtes montrent que ça va être un monde de célibataires et de divorcés, en fait, aussi. Donc, mais c'est pas le sujet du livre. Il y a de la souffrance des deux côtés, mais c'est pas surtout, votre, en fait, pas alors sujet. là, on arrive à des conceptions, mes conceptions métaphysiques ou morales personnelles. C'est peut-être parce que je suis un pessimiste, mais je pense que mon présupposé, mon axiome de départ sur la souffrance humaine, c'est que la condition humaine est difficile pour tout le monde. Et que l'idée qu'on pourrait être sur une planète où toute la difficulté d'être humain reposerait sur un sexe plutôt que l'autre est juste absurde. Moi, je pense en termes de deux modalités de difficulté de la condition humaine. Donc, je ne suis pas... Et pour moi, si vous voulez, vous n'êtes pour pas faire une blague, manichéen. je pense Mais que vous êtes pessimiste. je pense que je suis dans une très bonne radio pour faire une blague sur le zémourisme, sur le masculinisme zémouriste. Pour moi, le masculinisme zémouriste est un sous-produit de la théorie du genre. C'est le double, et pour moi, je mettrais le féminisme antagonisme et le masculinisme zémouriste dans une même catégorie conceptuelle. Emmanuel Todd, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Assiste-t-on à l'avènement de la domination féminine? Demain, serons-nous tous trans? Après une courte pause, les réponses d'Emmanuel Todd en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec l'historien et anthropologue Emmanuel Todd. En toute vérité, nous évoquons ensemble son nouveau livre « Où en sont-elles ?» Alors, avant la pause, Emmanuel Todd, vous nous expliquiez que le masculinisme et le néo-féminisme étaient finalement les deux pièces d'une même médaille et que vous refusiez à être manichéen. Néanmoins, j'ai envie de vous demander, en tant que scientifique, on parle beaucoup de domination masculine, alors vous récusez le concept, mais est-ce qu'il n'y a pas des domaines aujourd'hui, finalement, où les femmes, finalement, sont plus en position de force que les hommes? Et est-ce que l'avenir de l'humanité, c'est pas finalement un basculement de l'humanité occidentale, en tout cas, c'est pas un basculement du rapport de force en faveur des femmes? Non, ça m'étonnerait. C'était l'une des hypothèses de départ de mon travail. Je me disais, j'essaie d'envisager un matriarcat dans le futur. Alors, ce que j'ai découvert, c'est que l'émancipation des femmes avait commencé loin dans le passé, puisqu'avec ce bac 68, avec déjà plus de filles que de garçons obtenant le bac, on voit la pénétration des femmes. Il y a des secteurs de véritable pouvoir où les femmes dominent de façon écrasante, comme la justice, par exemple. Dans les jeunes générations, on a 80% de femmes. Ce qui me frappe plutôt, c'est la persistance quand même de différences. C'est-à-dire que je trouve que le projet d'égalité absolue, et personnellement, je trouve que c'est un beau projet. Je pense qu'il trouve ses limites. J'étudie beaucoup la Suède dans le livre parce que c'est le pays où le féminisme est identitaire. Et je montre que la division sexuelle du travail en Suède reste absolue en termes de métier, etc. Ça ne se voit pas parce que le Parlement est assez égalisé en termes de sexe. Je note aussi dans le bouquin quand même, ça pose un problème vraiment sérieux, que l'hyper-tertiarisation du monde le plus occidental allait avec l'hyper-féminisme du monde occidental, féminisation, et que peut-être que ça a été un peu loin en termes de capacité de production industrielle, puisque l'industrie est le domaine du masculin. Et je note que la globalisation économique a permis pas simplement aux pays de se spécialiser dans certaines productions, mais je dirais aussi de se spécialiser sur le plan anthropologique, avec les pays les plus féministes allant plus loin dans la décomposition du système industriel, ce qui pose, je dirais, un véritable problème.
mon sentiment personnel, c'est qu'on va encore faire des progrès, mais qu'on touche à des différences hommes-femmes découlant de cette simple chose de la maternité ou de la potentialité de la maternité, etc., mais qu'on ne va pas aller... on ne va pas arriver à faire comme si les hommes et les femmes, c'était la même chose. On ne va pas arriver à une situation où l'un ou l'autre sexe peut dominer l'autre. D'abord parce que fondamentalement, je pense que le fond de la nature humaine, au sens de l'espèce humaine, c'est la collaboration entre les sexes. La réussite de l'humanité, c'est la collaboration entre les sexes. Mais ce qui est drôle, et ce que j'étudie, mais avec un plaisir empirique, c'est la façon dont chaque pas en avant amène l'émergence de nouvelles différences. Donc, sans malice, ou avec malice, je ne sais pas moi-même, j'étudie ce qui se passe à la suite de l'émancipation de la sexualité et de l'homosexualité. Pour le mariage pour tous, moi je suis tout à fait pour le mariage pour tous. J'étudie les couples homosexuels masculins et féminins. Je montre qu'ils correspondent démographiquement à des choses différentes. Et puis, j'étudie l'effondrement de l'homophobie qu'on doit aux femmes, à l'émancipation des femmes, puisque c'est les hommes qui sont homophobes, en fait, au départ. Mais je note que l'homosexualité masculine et l'homosexualité féminine prennent déjà des chemins différents. C'est-à-dire que l'homosexualité masculine, dans le monde chrétien en tout cas, reste, si on peut dire, exclusive, c'est-à-dire sans bisexualité, alors que ce qui se répand chez les jeunes femmes, je donne des enquêtes américaines, la bisexualité. Et donc, bizarrement, l'émancipation a fait apparaître des différences entre hommes et femmes qu'on ne soupçonnait pas et qui n'existaient pas. C'est pour ça que je pense raisonnablement, je pense qu'on se dirige vers une société qui n'est pas conflictuelle, dans laquelle les problèmes de solidarité économique entre hommes et femmes vont redevenir de plus importants, et donc la nécessité d'une bonne entente va faire loi, mais dans lequel de petites différences, ça me rappelle ce truc je ne sais plus dans quel texte de Maupassant où il assiste... à l'époque où il se baladait en bateau dans le golfe de Saint-Tropez, il avait à Saint-Tropez dans un bistrot et il y a un féministe qui dit, ou une féministe, je ne sais plus, qui hurle « Oui, car entre les hommes et les femmes, il n'y a qu'une toute petite différence. » Et là, un type dit « Vive la petite différence !» Très bien. Et justement, ma question était, donc vous excluez le fait que les femmes dominent désormais la société, mais je voulais vous interroger sur l'élection présidentielle, on en a peu parlé. On note quand même Marine Le Pen, Christiane Taubira, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo. Les femmes sont désormais à la tête finalement de la plupart des formations politiques majeures du pays. Qu'est-ce que cela dit sur la France ? Enfin, là, c'est un moment. Le président... C'est un moment, mais est-ce qu'il faut en tirer les conséquences ? Ça fait partie de ce mouvement, mais on a eu en Angleterre Margaret Thatcher, on a eu en Allemagne Angela Merkel. Si vous regardez la politique internationale, vous voyez des femmes ministres des armées ou diplomates. Tout ça, je dirais... Tout ça se passe et c'est très bien, mais quand on parle de la France, là, je suis ramené à mes marottes qui n'ont aucun rapport avec la question féministe. C'est que, pour moi, l'élection présidentielle française est une blague, puisque le président de la République n'a plus de pouvoir dans le contexte des régulations commerciales européennes et de l'euro. Et donc, on va élire... Alors, en deux mots, parce que c'est un autre sujet, justement, vous parliez de Zemmour tout à l'heure, est-ce que c'est une réaction à cette impuissance politique, à l'Europe, à tout ça, ou est-ce que c'est une réaction, finalement, à une société qui se féminise ? Quoi, Zemmour ? Oui. Non, mais il n'y a pas que Zemmour. Là, on est dans un monde, pour moi, c'est un monde... moi, quand j'étais gamin, j'étais au Parti communiste, je suis resté un type de gauche, je pense, en gros, mais ça n'a plus tellement de sens dans un pays où tout le monde est de droite. Maintenant, y compris pour moi, des gens comme Mélenchon et autres. Je crois que les gens sont surtout essentiellement perdus et malheureux. Je me disais, comment essayer de classer les partis ? En plus, l'électorat de Macron est devenu complètement indifférencié socialement, ce qui n'était pas aux dernières présidentielles. Avant, c'était les catégories sociales supérieures. Maintenant, il ne fait pas tellement moins chez les ouvriers. Alors, je me disais, peut-être qu'on devrait maintenant situer les options politiques, on va dans les sondages, en fonction dans un monde complètement perdu où plus rien n'existe, comme des espèces de sentiments bruts. Alors, je dirais, Macron, qui a de fortes chances de l'emporter, c'est le candidat de la peur.
c'est les gens qui ont peur et qui se raccrochent à l'État. À une stabilité, à un Voilà. statu quo. Voilà. Donc je dirais l'électorat qui reste un peu plus populaire de Marine Le Pen, je dirais c'est le candidat, Marine Le Pen de la colère. Zemmour, qui est dans une transgression haineuse, qui personnellement, je dois le dire, me révulse, je dirais c'est le candidat de la haine en termes de sentiments. Mais si vous me demandez pour Hidalgo, sans faire attention au sexe, je dirais c'est la candidate de la bêtise. Vous voyez, j'essaie de faire comprendre. J'essaie de faire comprendre. Je ne suis pas complètement sérieux. Il nous reste 2 minutes. Revenons à votre 1 minute même. Donc il va falloir faire très court. Revenons à votre livre. Il y a quand même quelque chose que vous n'aimez pas, c'est l'idéologie du genre. Vous récusez le concept de genre et également le concept de transgenre. Vous expliquez que c'est une construction sociale. Pourquoi ? Non. C'est le concept de genre. 1 minute alors. Je le rejette parce qu'il met la pagaille. C'est-à-dire parce qu'il met la pagaille, parce que maintenant le mot genre est utilisé. Ça aurait pu servir à bien distinguer des statuts de la femme dans les diverses sociétés. Mais en pratique, ça n'étudie que les cas de domination supposée masculine et surtout, maintenant, c'est utilisé exactement comme autrefois l'était le mot sexe. Ce qui fait que maintenant, je pense que l'utilisation du mot genre révèle une poussée puritaine. Le mot genre n'est plus là pour, mettre en évidence des phénomènes de domination sociale, mais pour cacher l'appareil génital. Voilà. Ce sera le mot de la fin, Emmanuel Todd. Non, mais quand même, par contre, pour transgenre, alors, 1 seconde. Non, je spécule beaucoup. Il y a un chapitre très important sur les transgenres et je ne désapprouve pas. Mais dans ce cas-là, comme il n'y a pas de vrai changement de sexe, le mot transgenre est correct. Merci Emmanuel Todd. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de En toute vérité. À bientôt. Merci de nous avoir suivis. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.